Yes, bon dimanche tout le monde. Écoutez, on va faire notre petite préparation hebdomadaire encore une fois aujourd'hui. Semaine très intéressante qu'on a eue la semaine passée. Encore une fois, là, on va commencer avec un petit retour sur cette semaine dernière, avec laquelle on avait quand même bien abordé cette semaine-là. Je vous mentionnais là, ne pas m'attendre à avoir une grosse accélération en dessous du lot de la semaine précédente. C'est ce qu'on a eu. Oui, on l'a liquidé, mais par la suite, ça a été plutôt en consolidation, suivi de vraiment là, une journée incroyable vendredi sur le non-farm payroll. Je vous avais mentionné que la semaine allait être framée autour de cet événement-là, qui est un des trois gros événements que le marché attend. Et ça ne l'a pas déçu, honnêtement. Là, on parle d'un mouvement là, d'environ 3% straight up suite à l'annonce. Oui, on a droppé first, on va y arriver tantôt, mais vraiment une belle réaction sur le break de lot de la semaine passée. C'est pas très compliqué. Lorsque on a des semaines, les semaines précédentes on avait eu une très belle direction, beaucoup d'expansion sur le downside. C'est la raison pour laquelle je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'on accélère beaucoup en dessous de cette liquidité-là qui était le lot de la semaine dernière. Donc oui, on a eu une belle run. Vous voyez la réaction sur le bloc que je vous avais donné vendredi. On n'a jamais réussi à être en mesure d'aller over ce high-là. Lundi, mardi, belle direction vers notre objectif de la semaine. Par la suite, on s'est mis à consolider pour 2 jours et demi avant de voir le bounce vendredi. Donc, quand même intéressant comme semaine. Ça n'a pas été la plus facile à transiger. Personnellement, très peu de transactions au cours de cette semaine-là, mais il y a quand même eu des mouvements assez intéressants. Et du côté du SP500, on va y arriver tantôt, mais ça devient quand même, là, en fait, pas juste du SP500, mais un peu partout, ça devient intéressant. Ça devient quelque chose, ça va être intéressant de surveiller la semaine qui nous attend, voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Petit retour sur le Nasdaq, qui lui était vraiment résilient, encore une fois, cette semaine. Qu'est-ce qu'on mentionnait? Ben, c'est un peu la même chose que du côté du SP500. Personnellement, je vous mentionnais vouloir voir le Nasdaq prendre la faiblesse éventuellement sur un autre leg down. Et il nous a fait un petit coup, là, un petit coup de cochon la semaine passée avec, vous voyez, lorsque IS a breaké le lot de la semaine précédente, Nasdaq n'a pas été capable de le breaker et a fait un double bottom parfait. Par la suite, on s'en est approché sur le non-farm payroll et slingshot ici pour un move straight up de 3,5%, qui est une des plus grosses journées depuis quand même un certain moment. Et voyez qu'est-ce qu'on avait anticipé sur le upside. Je vous mentionnais que si on voulait aller naviguer vers les highs de la semaine dernière, eh bien le void qui est ici, combiné avec le flip de celui-là en weekly, eh bien c'est là, vous voyez là, pratiquement au tick près ici parfaitement, qui est aussi le void en daily que j'avais porté votre attention là-dessus la semaine passée. On n'a pas closé over de ça, ce qui est quand même intéressant, mais ça a été vraiment, là, honnêtement, quand on a vu la liquidation de plusieurs lots sur l'annonce du non-farm payroll, puis ça on la regarde en 4 heures juste pour, même on le voit pas là, peut-être en 15 minutes pour ceux-là qui ont manqué ça, mais puis c'est quelque chose que je mentionnais, là, je sais pas, ceux qui sont dans le Discord là, depuis la semaine passée, je vous offre la préparation à chaque matin, un petit 5 minutes, un overview du marché. J'avais mentionné la façon avec laquelle on quitte ces highs-là me rend très très perplexe. Si on drop down, c'est all good. À ce moment-là, je voulais vraiment targeter ces lows-là. Mais la façon avec laquelle on avait laissé toutes ces highs-là en place faisait en sorte que juste ça, je ne croyais pas ça suffisant. Et lorsqu'on s'est mis à accélérer, ça a été là, vraiment parabolique. Écoutez, on est allé take out le high de la journée précédente, le high de la semaine passée. Tout a vraiment revolé sur le upside. Puis ça a été une run très, très, très importante. Pas mal ça du côté des indices. On regarde un peu du côté du dollar US parce que c'est quelque chose un facteur que je vous parle à chaque semaine. Puis ça fait comme depuis 2 semaines, je vous dis, ben écoutez, là, sans dire qu'on est extensionné, je suis encore bullish, mais les targets deviennent de moins en moins intéressants. On a quand même été en mesure de take out ce high-là ici. Oui, le void en weekly, réaction dès mardi. Par la suite, pullback, qui initialement, j'aurais aimé voir ce bloc-là donner un support. Ça n'a pas été le cas. On a eu un monster pump sur le non-farm payroll, l'inverse des indices, et on a sell-off pour le reste de la journée. Donc, ça va être intéressant de regarder ensemble tantôt un peu l'analyse qu'on s'attend pour cette semaine. Le bon vieux Chum Vix, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas été capable de prendre l'expansion over 20. On est allé le chatouiller à 2 reprises la semaine passée, le mardi et mercredi, avant de se faire sell-off. C'est pas non plus un sell-off complet. On n'a pas été crushé peut-être de façon aussi violente qu'on l'était dans ces moments-là.
Qu'est-ce qui fait en sorte que, ben, on va y arriver tantôt, mais je suis peut-être pas 100% convaincu qu'il va se faire ramasser complètement encore une fois, mais c'est pas le genre de choses que vous voulez voir si vous êtes bearish avec un VIX qui se fait crush. Du côté des yields, rapidement, si on les regarde, là, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? Bon, on a continué à faire notre accélération sur le upside, donc les yields sont à rang parabolique. Et arrêtez de vous casser la tête à dire c'est impossible que le marché monte avec les yields qui montent. Écoutez, ça lag énormément. C'est juste pour comprendre un peu la situation dans laquelle on se trouve, mais virez pas fou avec ça. Et arrêtez d'essayer de dire le macro va rattraper éventuellement le technique. Et probablement, oui, sauf que ça peut durer des mois slash des dizaines de mois. Donc, soyez excessivement prudent avec ce genre d'analyse-là. Cette semaine, écoutez, personnellement, j'ai été off tout le week-end. Normalement, je suis un peu plus présent là, que ça, mais beaucoup de choses là, qui se passent côté international. Vous avez probablement vu là, les nouvelles un petit peu. C'est pas nécessairement quelque chose qui implique directement les marchés, etc. Mais à la minute qu'on parle de guerre, etc., c'est quelque chose qui peut quand même créer des certaines tensions, certaines inquiétudes. Donc j'ai hâte d'avoir la façon avec laquelle les futures vont ouvrir ce soir. Évidemment, c'est impossible de prédire, là, donc je ne vais pas porter beaucoup d'attention à ça. Mais tu sais, je le répète, ça fait quoi, un an et plus là, que l'environnement actuel, c'est un environnement où ce que le risque est excessivement élevé versus qu'est-ce qui est projeté, qu'est-ce qu'on voit dans les marchés. Même si, oui, on a eu du downside, etc., je continue à penser que le prochain vrai leg down, ça ne sera pas simplement causé par un breakdown technique. Ceux qui me suivent depuis plus d'un an ou depuis le début, c'est ce que je répète sans arrêt. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à flipper mon bias bullish lorsque on s'est mis à breaker en dehors de la consolidation qu'on avait ici au mois d'avril, au mois de mai. Je vous dis pas que c'est le début de quelque chose, je vais juste vous dire d'être prudent avec ce genre de choses-là et d'amorcer la semaine de façon à être conscient de la situation. Demain, c'est fermé côté canadien. Lorsque c'est fermé côté canadien, c'est aussi un bank holiday du côté US. Donc, sérieusement, demain, je ne m'attends pas à une grosse journée. Évidemment, avec toutes les nouvelles de la fin de semaine, ça pourrait brasser un peu les choses, mais soyez prudents en début de semaine. Du côté, par la suite, qu'est-ce qui nous attend? Mardi, FOMC Speaker, 9h30 à l'Open. On en a un autre là. En fait, on en a une couple là, au courant de la journée, donc soyez prudents. Mercredi, on a le PPI qui sort à 8h30. Très, très, très important. On a le FOMC Minute Meetings. Ben attention, ne pas faire la. Ben important de faire la distinction entre le Minute Meeting et le FOMC Meeting, ce qui est deux choses différentes. Le Minute va donner un outlook un peu du dernier, de leur dernière rencontre. Qui pourrait là, nous donner des indices sur le prochain vrai FOMC. Donc le PPI, là, je vous dirais que c'est le plus important, qui nous amène aussi jeudi au CPI. Je vous l'ai répété, les job numbers sont qu'est-ce qui drive le plus le marché actuellement, puis depuis le début de l'année, on l'a vu aussi, encore une fois, vendredi avec le non-farm payroll, mais le CPI et le PPI, qui sont vraiment les chiffres d'inflation là, que le public préfère, peut vraiment causer des volatilités. CPI, non-farm payroll, FOMC, c'est les trois éléments critiques côté nouvelle économique. Et on en a un cette semaine, jeudi. Donc, soyez prudents, soyez conscients que la semaine devrait être framée autour de ce CPI-là. J'ai hâte de voir parce que je suis de ceux qui croient qu'on n'a pas fini. Oui, on a un ralentissement récemment, on fit les estimations, mais la journée où on recommence à breaker over les estimés, je pense que ça pourrait recauser quand même de la volatilité importante. Donc jeudi, là, journée très très importante du côté des indices. On a le PPI avant le CPI cette semaine, donc généralement, il va nous donner quand même là, pas mal qu'est-ce qu'on veut voir, puis le CPI de jeudi va causer une volatilité aussi, évidemment. Vendredi, assez mollo, on n'a pas de nouvelles vraiment importantes, autre Michigan Consumer Sentiment, toujours quelque chose que j'aime transiger autour de 10h le vendredi, donc soyez conscients de ça. En plus de ça, c'est déjà le retour de la earnings season. Écoutez, on commence cette semaine avec Pepsi, quelques airlines, en fait Delta Airlines qui rapporte jeudi avant l'ouverture, et on a le début des banques américaines vendredi avant l'ouverture, JPM, Citi, BlackRock, donc c'est toutes des choses qui vont quand même encore une fois, la saison des earnings, c'est toujours une saison où la volatilité est plus grande. On peut avoir, lorsque les large caps comme ça donnent leur guidance, etc., les marchés peuvent être un petit peu plus volatiles, un petit peu plus difficiles de prendre de l'expansion à l'occasion aussi. Donc, on verra comment on réagit sur cette saison-ci. Donc maintenant, si on passe aux choses sérieuses, côté des analyses de nos indices principaux, on va commencer avec le SP500 et on va aller voir une belle monthly chart ensemble.
Bon, qu'est-ce que je vous mentionnais, c'est que ben, c'est sûr que ça demeure quelque chose que je trouve relativement dangereux, le genre de fake-out qui pourrait éventuellement donner quelque chose de plus violent. On n'est pas là encore, je vais juste vous donner bigger pictures quand même. Vous voulez être conscient du lot du mois d'août, c'est quelque chose qu'on va surveiller cette semaine en cas d'un certain rally, en fait, une continuation du rebond. Ça, on le regarde en weekly maintenant. Je vous dirais que qu'est-ce qui est complexe cette semaine, puis c'est quelque chose que je répète depuis déjà quelques semaines là, dans notre groupe Discord, c'est que la divergence entre IS et Nasdaq commence à compliquer un peu le bias qu'on a sur les plus gros time frames. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous regardez du côté du SP500, là, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse encore. Sur le downside, on parle de 4000, autour de 4200. C'est une zone que j'aimerais voir le SP500 naviguer vers au cours des prochaines semaines, prochains mois. Est-ce que ça veut dire que ça va être cette semaine? Je ne crois pas personnellement, mais ça, faut pas oublier ce niveau-là ici autour de 4200. En weekly, vous voyez l'énorme void qu'on a créé sur la semaine du 18 septembre. Donc, tant qu'on joue là-dedans, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que même si on a un rebond qui nous amène là-dedans, ben on n'est pas 100% bullish. Vous comprenez? Il faut vraiment qu'on réussisse à close cette zone-là et à la holder par la suite. Si on va maintenant en daily, qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, c'est ça. Du côté du SP500 spécifiquement, je vous dirais que le fait qu'on ait liquidé le low de la semaine passée, on a refait un lower low, on a fait un higher low sur le non-farm payroll et on a vraiment pris de l'expansion sur l'upside. Je vous dirais que ça regarde quand même bien pour une certaine continuation de ce rebond-là. Mais comprenez-moi bien, pour le moment, l'approche que j'ai sur la semaine, c'est que je n'aurai pas de problème à jouer le upside, mais jusqu'ici. Pourquoi jusqu'ici? Ben, on parle du void en weekly qui commence ici, termine ici. On a aussi un void en daily qui est là, combiné à 50% de celui-là en weekly. En plus de ça, si on regarde un fib là-dessus et qu'on se trace, disons qu'on prend ce swing high-là, les deux sont quand même pertinents, ben vous voyez, ça fit autour de 50% golden fib. Donc, personnellement, je crois, puis c'est un peu, qu'est-ce qui me complique un peu le read, en toute honnêteté, cette semaine, c'est le fait qu'on n'a pas été capable d'y aller la semaine dernière. Je demeure encore une fois quand même confiant sur le downside, peut-être pas cette semaine spécifiquement, là, mais à court, moyen terme. Mais si le fait qu'on ait fait un lower low first et qu'on retourne là ensuite, ça complique un petit peu les choses. Qu'est-ce que j'aurais préféré? C'est exemple qu'on garde le low, qu'on rally la semaine passée là-dedans, qu'on passe pas beaucoup de temps et qu'on drop back down. Le fait qu'on ait fait le low en premier, honnêtement, il va falloir être quand même vigilant là-dedans. Là. C'est pas, ça sera pas un short les yeux fermés. Je pense que ça peut être un méchant, méchant beau short, vraiment un beau shot qu'on peut prendre, quitte à ce que ça fonctionne pas. Mais le setup est là. Puis c'est vraiment quelque chose qui est au taux de probabilité. Par contre, il ne faut pas qu'on passe beaucoup de temps là-dedans. Je voudrais pas nécessairement avoir des close over de cette zone-là. Vous voyez le void ici que je n'ai pas tracé, c'est notre dernière ligne de défense. Là. Il faut vraiment qu'on... Si on va over, je veux qu'on wick là-dedans, puis je ne veux pas qu'on close over ça. Tant qu'on reste là-dessus, personnellement, je continue à penser qu'on a quand même encore de la place sur le downside, mais à court terme, je n'exclus pas, voire vraiment pas, un certain rebond technique. Donc cette semaine, qu'est-ce que vous voulez surveiller? C'est probablement le high qui est ici, le high de vendredi le 29. Si on est en mesure de breaker over ce high-là, et de donner un pullback qui est relativement sain, j'aime quand même l'expansion pour potentiellement aller naviguer là-dedans. Donc, vous voyez là, autant qu'on a un bias qui est bearish quand même sur les plus gros time frames à court, moyen terme, cette semaine, je la vois un petit peu comme une semaine de rebond. Encore une fois, gros bémol, avec les nouvelles du week-end, si jamais on ouvre avec un gap down, écoutez, c'est sûr que le focus là, continue à être vers les niveaux que je vous ai donnés, donc le low de la semaine passée et ces niveaux-là ici vont être notre objectif sur le downside. Si on commence la semaine très fort et qu'on rejette en milieu de semaine, j'adore vraiment ce spot-là pour un possible reversal sur le CPI ou une nouvelle cours du milieu, fin de la semaine pour nous ramener dans le bas de ce range-là. Pour le moment, lundi, j'ai hâte de voir la chandelle qu'on va faire. Comme je l'ai dit, c'est une journée où je ne m'attends pas vraiment à grand-chose, mais vous allez vouloir surveiller le void qui va potentiellement être créé ici. Donc, disons que la chandelle, puis là, on spécule, là, mais disons que la chandelle de demain nous donne un close là-dessus. Mais vous voulez identifier ce void-là et ça va être votre référence pour faire confiance à votre rebond. Donc, exemple, qu'on va un petit peu plus haut, qu'on dip là-dedans. Si on donne un bounce, OK, on target ça. Si jamais on blow cette zone-là, ben, ça nous redonne notre short pour aller attaquer nos objectifs un petit peu plus bas.
Maintenant, si on va du côté du Nasdaq, on commence encore une fois avec la monthly chart. C'est quelque chose que je vous montre à chaque fois. Quand même relativement clean. Écoutez, encore une fois, là, du côté du Nasdaq, on parle, tu sais, même si, oui, je favorise encore le downside à court/moyen terme, si vous tracez un fib avec le swing low et les highs, tu sais, arrêtez de virer fou avec le pullback. Je vous dis pas que un ne peut pas apporter l'autre, mais pour l'instant, c'est quand même un certain retracement qui est juste sain sur le mouvement en entier. Donc en monthly, on est venu naviguer à l'intérieur de ce void-là, tout simplement sain. La réaction est quand même intéressante. Il y a quand même des choses qui me chicotent qu'on va regarder ensemble. Si on regarde en weekly, c'est un peu la même chose. On est venu take out ces niveaux-là à l'intérieur du void. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? C'est le double bottom. Donc, vous voyez là, on a un scénario similaire, je vous dirais même pire que qu'est-ce qu'on avait créé le 30 mai et 5 juin, où ce que je vous en ai parlé de façon constante pendant comme toute la durée, toute la durée de ce move-là, jusqu'au temps qu'on le break ici. Donc, je ne suis vraiment, mais vraiment pas un fan de la façon avec laquelle on a quitté cette zone-là vendredi sur le non-farm payroll, jeudi avec le double bottom. Donc, sérieusement, ça ici, là, c'est un gros red flag pour du upside. Par contre, vous voyez, si on regarde ça en weekly, là, vous voyez le void ici, on est allé à l'intérieur la semaine passée. C'est un peu le même scénario que du côté du SP500. Je ne veux pas le voir closer over ça. Donc, Nasdaq, là, 15, 358, vous ne voulez pas qu'on passe du temps là-dedans. Si on wick, c'est pas la fin du monde, mais il faut pas qu'on passe du temps là-dedans. Je veux pas voir des close over ce void-là en weekly. Ben important. 50% serait encore mieux. Je veux dire, si vous voyez vraiment une rejection de 50%, ça démontre là, encore une faiblesse un petit peu plus importante. Donc, je ne veux pas vraiment voir ce void-là être fill du côté du Nasdaq. Sinon, ben écoutez, si on flip, ben c'est quelque chose qui risque de vraiment propulser les marchés beaucoup plus haut pour la fin d'année. Si on le regarde en daily maintenant pour avoir une précision un peu plus importante, vous voyez qu'est-ce que je vous parle ici. Regardez le low qui est à... on parle de 5,86 et on parle de 5,89, donc à 3 points. Je sais que c'est un higher low, puis ça pourrait être vu comme, OK, on a un rebond qui est intéressant. Personnellement, je vois ça comme un méga red flag et un objectif, sans dire assuré ou garanti, parce que, je veux dire, il n'y a rien de garanti en bourse, là, mais éventuellement, c'est sûr et certain que ça, c'est mon target. À la minute qu'on a un signe, ben, sans dire un signe de faiblesse, puis qu'on va shorter ça à les yeux fermés jusque-là, mais à partir du moment où on confirme que c'est simplement un rallye, que ce soit ici ou que ce soit là, l'objectif, ça devient ça. Et le break de ce double bottom-là devrait accélérer à l'intérieur du void pour aller compléter le void en daily. Et possiblement le gap aussi, qui est 50% du void en monthly. Donc, c'est un peu touché, je vous dirais. Pourquoi? Parce que si je me fie simplement du côté du SP500, j'aurais pas de problème à vous dire, OK, écoutez, on pourrait même avoir trouvé un lot à très moyen terme. Par contre, quand je regarde Nasdaq et je vois ça, ça me garde vraiment sur un peu sur les freins, là, parce que je n'aime pas le upside dû à la façon avec laquelle on a quitté ici. C'est niaiseux, mais si on avait juste weeké down là-dessus, puis qu'on fait la même chose, je vous dis, écoutez, je suis bullish big time pour potentiellement quelque chose de plus important. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben, vous voyez, on n'a pas réussi à closer over le void en daily. On a quand même rejeté. On a le deuxième ici que je vous parle depuis déjà 2-3 semaines, où ce que je vous dis, je ne veux pas qu'on passe beaucoup de temps là-dedans. Donc, je ne veux pas qu'on close nécessairement over cette zone-là. Je voudrais vraiment qu'on wick peut-être le top du void en weekly. On a ça ici aussi qu'il faut quand même considérer, mais je vous dirais que si on y va, là, il faut que ça soit, exemple, je sais pas, exemple qu'on pompe sur le CPI puis qu'on sell off hard. Parce que si on va jusque-là, personnellement, je vois par la suite les highs être take-out et possiblement là, une run qui pourrait s'amorcer de façon importante. C'est pas ce que je favorise actuellement, mais le fait que le SP500 soit encore très loin de ces voids ici, rend le Nasdaq un peu plus complexe. Vous voyez la divergence que je vous parlais tantôt, parce que si le SP500, si on le split, là, juste pour que vous compreniez ce que je veux dire, si on met IS ici et on met Nasdaq ici, les deux en daily, là on a pas mal de dessins, là, mais vous voyez, si IS s'en vient là, Nasdaq va probablement avoir défoncé cette zone-là. Qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qu'on veut voir. Donc, c'est le petit bémol que j'ai actuellement, là. Oui, je continue à être confiant sur le downside, mais honnêtement, si on se met vraiment à accélérer up, puis on est dans une semaine
pré-OPEX, en fait, une semaine OPEX, la semaine passée, semaine pré-OPEX, donc c'est pas surprenant de voir le rallye qu'on a eu. De la même chose là, du côté du non-farm payroll. Vous voyez le drop-down, on a holdé et on a repay-off. On est allé chercher tout ce qu'on avait à chercher sur l'upside. Semaine pré-OPEX, on a crush le VIX, les flows ont embarqué, la volatilité ne s'est pas réalisée. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ça fait l'effet d'un genre de squeeze et le monde pense que c'est un genre de short covering alors que c'est pas aussi simple que ça. C'est plus les market makers, les dealers qui doivent hedger leur position et vendre, en fait, réacheter là, le marché pour sortir de le edge. Donc, ça donne qu'est-ce que ça a donné vendredi, puis c'est pas. Ça peut sembler être comme wow, ok, ça monte, puis il n'y a rien à shorter. Ben, c'est évident, on veut pas shorter ce genre de mouvement-là. Donc, bien intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'on va terminer la semaine. Pas impossible qu'on soit, encore une fois, quand même un peu sideway. Mais si on flippe ça et qu'on hold, écoutez, ça devient très difficile pour le downside de se réaliser. Je vous le répète souvent, mais le temps est quand même un facteur ici. Puis plus on perd du temps à ne pas être capable d'accélérer down, plus ça devient difficile d'aller down. Et cette semaine, comme je vous dis, semaine OPEX, donc on risque d'être encore soutenu jusqu'à peut-être mercredi, jeudi, vendredi, où ce que ça commence à diminuer jusqu'à l'OPEX. Ben écoutez, c'est pas impossible qu'on pousse un peu, puis il faut qu'on reject là-dedans. La fenêtre commence à se réouvrir pour une certaine faiblesse la semaine après, une semaine OPEX. Donc, je vous dirais que le timing est quand même bien. Mercredi, jeudi, vendredi, début de semaine prochaine pour voir ça être attaqué. Mais tant que ça, c'est en place, personnellement, j'ai bien de la misère à aimer le upside. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le day trader, mais pour faire confiance, exemple, à changement de bias sur des gros time frames, ça va être excessivement difficile pour moi, voire impossible, à moins vraiment qu'on me donne un close et un hold là-dessus. Donc voilà pour ça. Maintenant, on a passé un peu plus de temps, mais je voulais vraiment vous donner ma vision des choses. Si on commence en regardant maintenant nos références du côté du dollar US, ben écoutez, là, ça c'est un autre facteur aussi. Vous voyez, on a take out plusieurs targets que je vous ai donnés depuis les derniers mois. Première semaine red du côté du dollar US en 11 semaines, donc puis c'est pratiquement flat en fait. On a take out le high ici, frappé le void en weekly, vous voyez là, qui est ici, la zone en bleu. Rejection importante. Maintenant, vous voyez, on a un void qui est là. J'aimerais que ça hold. Sinon, si on va en daily, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a pas nécessairement grand-chose. C'est ce que je vous répétais, là. On n'a pas créé grand support important. Qu'est-ce qui pourrait lui laisser de la place quand même un petit peu plus importante sur le downside? Dans le meilleur des mondes cette semaine, pour garder un certain intérêt short sur les indices, il faut qu'on respecte le void qui est là en daily, qui correspond aussi à celui-là en weekly. Donc, vous voyez là, cette zone-là autour de 105.8, 105.7. J'aimerais qu'on hold ça. Je n'aimerais pas le fait qu'on take out ce lot-là. J'aimerais qu'on le garde en place. Si on take out ce lot-là, à mon avis, ça va nous amener probablement plus bas, qui pourrait être vers ce bloc-là ici, et le void qui est ici aussi. Si c'est le cas, évidemment, les indices risquent d'être propulsés et le scénario short à court terme commencerait à être invalidé un petit peu. Encore une fois, là, surveillez comment on va ouvrir ce soir avec les nouvelles qu'on a eues au cours du week-end. Si on est capable de holder là-dedans, je favorise encore le upside sur dollar US overall pour une run vers ce high-là autour de 108. Le VIX, on en a parlé rapidement tantôt, mais écoutez, c'est sûr que si le VIX continue à se faire crusher, c'est pas positif pour les shorts. Je veux le voir quand même holder. Comme je vous ai dit, là, on a quand même popé pas mal et oui, je sais qu'on s'est fait crush, mais c'est pas complètement comme un après l'autre, comme on voyait dans le passé. Donc, je continue à aimer où ce qu'on se trouve. Aimer, c'est un grand mot, là, mais je veux dire, je n'exclus pas le fait qu'on soit en mesure de respiker over 20 quand même assez rapidement. Du côté des yields, on les regarde plus ou moins, mais le top, la façon avec laquelle on est parti du top ici pourrait nous amener un petit peu plus bas, mais je doute que ça demeure en place très longtemps. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. Écoutez, juste rapidement, quelques titres. Vous voyez Tesla qui est résilient. On a Nvidia qui est résilient, encore une fois. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis 2 semaines? Ben, j'aime pas les large caps parce que, pas que je les aime pas, mais je veux dire, ils sont pas alignés avec le scénario bearish qu'on a en tête. Et autant que IS, Nasdaq sont des charts excessivement bearish, là un petit peu moins avec le bounce, mais ça demeure quand même bearish, que des titres comme Nvidia, des titres comme Apple, Tesla ont des charts relativement clean. Vous voyez, on est allé take out les objectifs qu'on avait il y a de ça quelques semaines. Et là, on construit quelque chose qui, honnêtement, pourrait être beau.
Tu sais, je l'ai dit souvent, là, oui, je demeure encore bearish, sauf que si jamais on a notre flip, là, comme je vous ai mentionné, puis qu'on commence à accélérer sur l'upside, ben, je vous le dis, on risque d'avoir une méchante belle run de plusieurs semaines slash plusieurs mois, jusqu'à probablement au temps des fêtes. À l'inverse, ce short-là est probablement une des plus belles opportunités que j'ai vu cette année, de la même façon que celui-là ici l'était aussi. Est-ce qu'il a été facile à trader? Non, c'est jamais facile à trader. Mais ce genre de setup-là donne vraiment un risk-reward potentiellement très, 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 très intéressant. Donc, il reste à voir comment on va réagir sur nos zones. Juste vous le montrer en 4 heures, là, avant de se laisser. Ça, c'est étonnant. Là. C'est comme mon ancien template qui est là. Vous voyez ce void-là ici, là, avec lui ici personnellement, puis ça fit avec celui-là en weekly et monthly, vous ne voulez pas vraiment voir passer du temps là-dedans. Si on y va, ça risque d'être très, très, très violent. Pourrait liquider ces highs-là, mais ça, là, il faut vraiment juste qu'on wick là-dessus. La seule façon que je verrais de la wick qui pourrait m'intéresser pour un short, si on va aussi haut, c'est sur une nouvelle. Exemple CPI, puis après ça, on sell-off. Ça pourrait vraiment être une très très belle trap et nous ramener plus bas par la suite. Mais écoutez, si on break puis qu'on hold ça, je pense qu'on pourrait vraiment avoir une base là, excessivement saine. Je le répète, en terminant, qu'est-ce que je n'aime pas, c'est que je ne suis pas capable d'avoir un read identique sur IS et Nasdaq. Si je regarde juste IS, je vous dis, je suis bullish facilement jusque là-dedans. Du côté de Nasdaq, le bémol, oui, je suis bullish là-dedans, sauf que la façon avec laquelle on a quitté fait en sorte que je déteste au plus haut point ce genre de base-là. Je ne crois pas que c'est une base qui est saine pour amorcer un mouvement sain. Donc voilà, je vous invite à venir trader avec nous autres cette semaine encore, live tous les matins et une petite nouveauté, on a des daily prep de 5 à 10 minutes le matin et un recap à tous les soirs là, vers 16 heures qui sont postés. Donc ça vous aide un peu à suivre qu'est-ce qu'on fait, comprendre qu'est-ce qu'on fait, faire les liens avec la weekly prep et ça peut aussi vous donner là, un read et vraiment des indices et de l'aide un peu dans votre trading pour comprendre qu'est-ce qu'on fait avec Pellitrade. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Passez une bonne fin de week-end. Plusieurs qui sont en congé demain. La bourse est ouverte, je le répète. Mais n'ayez pas de trop grosses attentes dans ce genre de journée-là. Ça risque d'être assez mollo, surtout avec la journée qu'on a eue vendredi passé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à dimanche prochain.